peu sollicité, le sociologue a pourtant des choses à dire pour tout ce qui bouge en société. Donc sur le coronavirus, nous dirons qui est un fait social total pour parler comme Durkheim. Outre son aspect sanitaire qui donne lieu à un bavardage médiatique saoulant, cette épidémie présente en effet des aspects et ou des effets politiques, économiques, relationnels. De Lagos à Abidjan, les mesures de confinement, de couvre-feu ou d'isolement des villes les plus touchées par le coronavirus se multiplient. Nous assistons à une nouvelle sociabilité qui suscite plusieurs élans de solidarité. Celle-ci perdurera-t-elle une fois la crise passée au Togo? Quel est l'impact du coronavirus sur la société togolaise? Nous recevons le professeur Bernard Atremi, professeur de sociologie à l'université de Lomé sur la web Radio Djena en ce jour dans l'émission Initiative Stop Covid-19. Professeur, bonjour. Merci, bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà, professeur Atremi, le professeur de sociologie. On voudrait mieux vous connaître encore, professeur. D'abord, merci pour l'invitation. Merci de m'avoir fait l'honneur de partager ce plateau avec vous pour parler de l'enjeu actuel, pour parler du coronavirus. Mieux me connaître, donc, je suis Bernard Tassou Atremi, je suis sociologue de formation. Je suis enseignant à l'Université de Lomé, où j'enseigne la sociologie et plus spécialement les enseignements liés à la santé. J'interviens en sociologie du corps, de la maladie et de la santé, sur la question de santé environnementale, la question de santé communautaire, tout ce qui est lié à la société, à la santé et qui a rapport à la sociologie. Alors je suis donc à l'Université de Lomé et j'interviens aussi à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, l'unité de Lomé, UKUIT, où je suis l'un des enseignants depuis un certain nombre d'années. Voilà, vous comprenez que nous avons choisi pour ce faire un enseignant qui est dans le domaine de la santé, qui parle de la sociologie de la santé. Alors, professeur, la première question que j'ai pour vous, comment est-ce que vous, les sociologues, aujourd'hui, surtout vous qui êtes dans le domaine de la santé publique, vous appréhendez les questions sociales que soulève cette pandémie du coronavirus? Merci pour la question. Les questions sociales que soulève la pandémie du coronavirus, elles sont nombreuses, ces questions. Évidemment, la pandémie, la première réaction qu'on peut avoir, c'est le domaine médical. Évidemment, la médecine a des implications énormes dans, évidemment, le social. Et ce virus pose une énorme question de société, des questions liées à l'environnement social. Évidemment, les hommes qui sont victimes, les femmes qui sont victimes, les enfants qui sont victimes de ce virus appartiennent à la société. Tout à l'heure, dans votre introduction, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Ça remet en cause le lien social. Ça remet en cause la cohésion, les relations que nous avons avec autrui. Et avec toutes les mesures qui sont prises, c'est des mesures évidemment pour régler la question sanitaire, mais qui sont des mesures énormément sociales. La distanciation sociale, le confinement, évidemment, nous avons des habitudes qui sont mises en cause. On ne peut plus le faire, donc c'est des questions sociales que cela pose. Et les questions sociales aussi en termes de survie. Vous voyez, toutes les mesures sont prises pour venir en aide de ceux qui sont des populations pour parer aux questions que pose l'épidémie ou la pandémie, mais peut-être on en reviendra. Oui. Justement, au niveau de la sociologie, vous avez cette façon de classifier les dangers, les risques. Aujourd'hui, le coronavirus, il fait partie de quelle classe de dangers ou de risques au niveau de la sociologie? Les risques, la question est simple, la réponse est simple, c'est un risque sanitaire. C'est un risque sanitaire, et qui dit sanitaire dit évidemment la question du développement. Les gens ont des projets, les gens ont des projets sociaux, les projets familiaux, tout un tas de projets, mais qui sont remis en cause avec la santé. Risque sanitaire aussi, parce que les gens ne prennent pas de mesures. Il y a des mesures, évidemment, qui sont contraignantes, qu'il faut prendre, qu'il faut respecter, mais en même temps, ces mesures ne sont pas respectées parce qu'il y a d'autres enjeux. Donc, le risque sanitaire induit évidemment des risques
sociaux. Oui, sur un point tout de suite, les risques sanitaires qui induisent forcément des risques sociaux et tout un élan de solidarité. Aujourd'hui, la gestion de ce coronavirus, typiquement au Togo, sur le plan sociétal, comment est-ce que vous appréhendez cette gestion? Quelles sont les difficultés que pose cette gestion de cette crise sanitaire aujourd'hui au Togo? J'ai eu déjà à répondre à cette question sur d'autres médias de la place. Cette question, on ne cessera jamais de la poser. Comment le coronavirus est géré au Togo? Comment il est géré partout ailleurs? Revenons dans notre pays, au Togo. Comment le gérer? Moi, j'ai mon avis là-dessus. Oui. Évidemment, dans tous problèmes sociaux, le rôle de l'État est primordial. Et la question sanitaire en est une. L'État régalien a le devoir de répondre aux questions de santé de sa population. C'est en cela donc que l'État a pris des mesures, ce qui est normal. Au-delà de prendre des mesures, est aussi de voir comment ces mesures sont appliquées. Mais ceux qui prennent des mesures peuvent ne pas, a priori, savoir toutes les implications que ces mesures prennent. Encore faudrait-il faire des suivis. Moi, ce que je constate sur le terrain, je dirais que des bonnes mesures sont prises, mais l'articulation sur le terrain de ces mesures ne me paraît pas de bon escient, de bonne facture. Il y a, tout à l'heure en venant, j'ai vu des jeunes, des femmes, tout le monde, toutes les générations confondues, s'entasser devant les kiosques de Move, de Tocosel, c'est pas moi, pour récupérer, paraît-il, des aides. Mais quand je vois ça, ça me fait pitié. On veut aider, mais en même temps, on déshumanise les gens. Moi, je vais le dire, peut-être ce n'est pas l'idée première de ceux qui veulent aider, mais il faut à chaque fois faire des bilans d'étapes pour rectifier. Et puis aussi, vous m'avez invité. Oui, allez-y, professeur. Vous m'avez invité à ce plateau. Moi, je me dis, quand je suis seul chez moi, je dis, à quoi sert, ou bien à quoi servent ces présentations sur les médias si sur le terrain, il n'y a pas quelque chose de plus efficace, de plus pertinent. Ça ne sert à rien de passer de radio, de médias, de chaîne télé, pour dire qu'on fait de l'union, alors que sur le terrain, donc en faisant ça frise plutôt de la propagande qui ne répond pas, selon moi, aux enjeux. C'est bien d'aller sur les médias pour parler, mais combien de personnes dans notre pays ont accès à ces médias? À quoi servent les CDQ, les mairies, la décentralisation? C'est ça qu'il faut les mettre en jeu pour que ce soit plus pertinent. C'est mon avis. Voilà, professeur, cette session, tout de suite, vous avez parlé des attroupements qu'il y a au niveau des kiosques, parfois même au niveau des mosquées, de certaines églises, même au niveau des marchés. Le constat aujourd'hui que nous avons, quand vous regardez surtout à l'intérieur du pays, on a toujours tendance à croire que cette maladie, elle n'existe pas. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, c'est un problème de société, c'est mental, c'est sociétal? À votre niveau, comment est-ce que vous l'analysez en tant que professeur de sociologie et beaucoup plus spécialisé dans la santé publique? Voilà, merci. Évidemment, même à Lomé, c'est pas seulement dans le village, qu'il y a ce constat de manque de prise de conscience vis-à-vis de la pandémie. Évidemment, il y a pandémie, il faut la survie. Hier, j'ai discuté avec un cousin en Europe, en France, qui me disait évidemment, je lui ai dit que les mesures sont difficilement applicables chez nous, en Afrique, notamment au Togo. Et il m'a dit quelque chose de très intéressant. Il dit, évidemment, si on dit aux gens que vous aurez des aides conséquentes, vous aurez tel, les gens vont respecter. En Europe, parce que les gens, évidemment, il y a des écarts par endroit. Mais le principe, c'est qu'il y a une solidarité institutionnalisée. Et si vous ne travaillez pas, vous respectez les mesures de confinement, les mesures qui sont prises pour lutter contre la pandémie, si vous les respectez, vous aurez droit à ça. C'est le rôle aussi de l'État. Les gens font face à leur destin. Ils font le choix. Face au risque, l'individu est rationnel. Prenons le cas des prostituées. Les prostituées savent très bien que quand elles ne se protègent pas, elles auront le virus, le VIH. Oui.
Mais parfois, elles prennent le risque de ne pas se protéger. Parce qu'elles ont en face d'un besoin, l'individu est rationnel. Bon, j'aurais plus à gagner si je ne me protège pas, parce que la personne, le client me propose une grosse somme sans... Bon, peut-être Dieu fera. Voilà. Les gens qui jettent de l'eau dans les quartiers, ils n'ont pas envie de jeter de l'eau. Parce qu'ils n'ont pas d'autres alternatives. Ils n'ont pas d'alternative. Quand vous circulez, vous avez parfois des papiers achetés par-ci, par-là, vous n'avez pas de poubelle. Parfois, vous l'êtes et puis vous jetez. Ces gens aussi qui... Il peut y avoir aussi les gens qui sont têtus, ça c'est autre cas. Mais si vous mettez les moyens en place pour accompagner ces mesures, les gens vont respecter. Et alors, si les moyens existent et si les gens ne respectent pas, vous devez donc taper durement. Parfois l'État est flexible parce que l'État parfois se dit, nous aussi on est défaillants, bon on laisse passer un peu. Voilà. Prenons le cas des étudiants. On a dit, mais puisque l'État n'a pas les moyens pour accompagner efficacement, on a lâché prise. Voilà. Le port de casque, par exemple. L'État dit portez les casques et parfois on laisse. Pourquoi on laisse? Il y a d'autres enjeux, des calculs autour qui font qu'il y a des stratégies qui minent parfois les politiques publiques dans de bons sens. Donc les populations dans les villages et autres là, mais vous leur donnez les moyens, ils vont respecter. Non, écoute, dans les villages, c'est vrai, c'est qu'il n'y a pas de moyens. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, ces prises de risques-là, ou bien ces mesures gouvernementales ne peuvent pas entraîner d'autres risques véritablement? Parce qu'on est en train de dire à un moment donné qu'à niveau, l'État est défaillant par rapport à ces mesures, ce qui fait que sur le terrain, ça ne se respecte pas. La preuve, les derniers cas, par exemple, à Diakbanga, on a parlé de la fermeture. À Badou aussi, on en parle. À Badou aussi, on en parle. Les frontières qui sont poreuses, est-ce que cette défense de l'État n'entraîne pas forcément d'autres risques au sein de la société togolaise? Oui, mais je ne dirais pas défendre l'État dans une logique de critique. Peut-être c'est un manquement. Vous voyez, en termes de santé publique, il y a toujours des difficultés. Mais quelle est la bonne mesure à prendre par l'État? C'est ça qu'il faut réfléchir. Nos frontières sont poreuses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que les nouveaux cas enregistrés dans ces régions précitées là sont dus au déconfinement au Ghana. Les Ghanéens ont leurs calculs, ont leurs stratégies. Qu'est-ce que nous allons faire pour ne pas tomber dans le piège? Ils ont ouvert, ils ont d'autres enjeux en tête peut-être, ils ont d'autres logiques, mais nous proclamons notre souveraineté. Mais c'est là qu'il faut jouer aussi. On peut je ne sais pas comment ça s'est fait. Je l'ai déjà dit aussi sur une chaîne. Moi, je constate qu'il y a un manque de gouvernance internationale dans cette histoire de coronavirus dans la sous-région. Peut-être il y a les travaux qui se font que nous ne savons pas, dont nous ne savons pas plutôt, mais il faut le dire, il faut qu'on le sache. Parce que le Ghana, le Togo, c'est presque le même pays. La frontière est, la frontière plutôt ouest, c'est le même pays. Il faut trouver des mesures. Si le Ghana devait déconfiner, il faut voir avec le Togo qu'est-ce qu'il faut faire pour déconfiner. Alors, mais quand ça nous tombe comme ça, il y a des cas, les pauvres villageois, ils ont eu ça parce que les gens vivent de part et d'autre des deux frontières. On a des familles, on est juste frontaliers, il faut quelques 100 mètres pour arriver au Ghana. Au Ghana, mais 100 mètres même moins. Quand vous allez, il n'y a même pas, c'est des frontières, il suffit de marquer, de faire un pas, vous tombez dans d'autres frontières. Donc il fallait trouver des mesures communes, des solutions communes pour régler ce problème. Évidemment, les populations qui sont venues, ils sont les Togolais résidant au Ghana. Peut-être qu'ils travaillaient au Ghana, c'est ce qu'il dit. Ils travaillent au Ghana, et comme ils n'ont pas eu le temps de rentrer au Togo depuis le confinement au Ghana, dès qu'il y a eu cette opportunité, rapidement au Togo, et voilà. Donc il faut des mesures. Quand on est en société, il faut toujours des coopérations, et en matière de santé, il faut plus cela. Voilà, qu'est-ce qui peut expliquer sur un plan de sociologie comment est-ce que les gouvernants ne peuvent pas se mettre ensemble? Parce qu'entre-temps, il y a eu ce sommet extraordinaire de la CEDEAO par visioconférence. Est-ce qu'au niveau de la société, au niveau de la CEDEAO, on arrive véritablement à comprendre l'enjeu, à se dire que, voilà, en me déplaçant, je risque de contaminer peut-être Bernard Achirimi? Oui, mais les populations se déplaçant, ils vont contaminer l'autre. Au fait, c'est les gens... Tant que les États ne prennent pas des mesures très contraignantes, l'individu
l'individu va naviguer dans dans ce vide, dans ce désert. Donc, le Togolais qui va au Bénin, il se dit, bon peut-être, il n'y aura rien. En termes de santé, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la prise de risque. Il faut risque zéro, comme on le dit. Dès que vous ne savez pas, on ne sait jamais ce qui va arriver. Donc, il faut une synergie d'action entre les gouvernants, synergie d'action entre la population pour éviter ça. Mais ce que je vais dire aussi, mais il faut une prise de conscience individuelle. L'État, d'accord, mais l'État ne peut pas tout faire aussi. Il faut une prise de conscience individuelle pour faire face à cette pandémie. Voilà. Nous, à notre niveau, chacun de notre niveau peut parler aussi aux populations, aux voisins, je l'ai toujours dit, pour régler ce problème. S'il faut attendre l'État, bonjour les dégâts. Voilà. S'il faut attendre l'État, bonjour les dégâts. Vous êtes sur le www.radio.jena.info dans l'émission Initiative Stop Covid. Nous recevons en ce jour le professeur Bernard Atchrimi, professeur de sociologie à l'Université de Lomé, spécialisé dans la santé publique. Et nous parlons des voies et moyens pour limiter un tant soit peu l'impact du coronavirus sur les sociétés togolaises. Alors, professeur Bernard Atchrimi, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut expliquer que les messages préventifs en matière de santé est souvent une difficulté limitée, surtout sur nos populations au Togo? C'est-à-dire, malgré tous les messages qu'on est en train de faire véhiculer, vous avez parlé tout de suite des médias, on va sur les médias, quand même il y a des spots dans plusieurs langues pour essayer quand même de dire aux populations, prenez telle mesure, faites ceci, mais on s'en fout toujours, parce que là il y a une preuve, c'est par exemple à Sokodé où un docteur y était la dernière fois. Pendant ce temps de carême, il y a encore les gens qui se retrouvent devant les mosquées, peut-être histoire de rompre leur jeûne, tout ça. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer cette mentalité de la société togolaise aujourd'hui à ne pas comprendre qu'il faudrait prendre un risque zéro par rapport à cette maladie? Là, les questions se ressemblent. La mentalité togolaise, je dirais que ce n'est pas togolais. Ce n'est pas un fait togolais, c'est un fait général. Encore peut-être c'est plus accentué dans nos régions où l'impact culturel est très fort, où nous avons des habitudes culturelles, que nous avons des représentations culturelles qui nous dominent et on a du mal à s'en départir. Les gens ne veulent pas, ça c'est, je vais être clair, les gens ont leurs habitudes culturelles, mais l'État doit taper fort. Mais pour que l'État tape fort, il faut que l'État aussi ne prête pas le flanc aux critiques. Parfois, l'État régalien a du mal à prendre des décisions parce que parfois se sent lui-même pas trop clair, pas trop sain. Les critiques vont. Donc, il y a des stratégies politiques qui se font qui font que les gens ont du mal. Si il y a une mesure en santé publique, des mesures, on les prend, il faut les respecter. Mais il faut tenir compte des cultures des gens. C'est pourquoi il faut toujours un travail de terrain plus accentué. Aller vers cette population pour leur parler avec des pairs, ceux qui même sont acteurs des enjeux communautaires, ceux qui participent à la vie communautaire, on peut les associer. Mais l'homme étant têtu, homme, il y a toujours des difficultés, mais il faut faire l'essentiel. Voilà. L'État doit taper fort, mais pour que l'État tape fort, il faut que l'État soit exemplaire. Voilà, est-ce que cette crise sanitaire du coronavirus ne révèle-t-elle pas un dysfonctionnement social ou des inégalités sociales? Oui, mais évidemment, c'est une très bonne question. Et ça révèle les inégalités. Quand vous passez, vous avez certains qui ont le cache-nez, d'autres n'en ont pas. Il y a d'autres qui n'ont pas les moyens. Aujourd'hui, quand on dit confinement, ceux qui sont salariés, peut-être ils s'en sortent le mieux. Ils essaient de s'en sortir. Et puis, ce n'est pas aussi évident. Parce que il y a des à côté qu'on faisait, qu'on ne peut plus faire. Voilà. Il y a le strict minimum. Et puis, certains n'ont pas les moyens du tout pour faire face à cela. D'autres peuvent se payer des denrées alimentaires pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. D'autres n'en ont pas. Même pour une semaine. Pour une semaine, ils n'en ont pas. Même pour une journée, ils n'en ont pas. Ils doivent sortir pour faire un torse aux mesures qui sont en face. C'est une inégalité. Donc ça remet en jeu la question de la solidarité dans nos régions, dans la solidarité dans nos pays. Voilà. Et si la solidarité était institutionnalisée, il n'y aura pas de problème.
Et justement, parlant de solidarité, aujourd'hui, avec cette crise de coronavirus, on regarde qu'il y a un élan de solidarité qui est en train de se créer au Togo. Nous allons rester au Togo. Des dons par ici, des initiatives par là. Est-ce que vous pensez que cette solution, cet élan de solidarité, est-il le moyen adéquat de pallier un tant soit peu à une certaine défaillance au niveau de la gestion de l'État? Oui, dans toute société qui se veut responsable, dans toute société qui se veut une société teintée de valeurs humanistes, il faut de la solidarité. Il faut aimer, il faut aider l'autre. Évidemment, quand il y a des crises de cette ampleur, comme celle que nous connaissons actuellement, l'élan de solidarité doit être plus important. Il faut un élan de solidarité nationale. Même l'État m'a demandé la solidarité. Que voilà, les gens aient en solidarité partout. Parce que c'est là où l'homme est orgueilleux. L'homme est égoïste, individualiste. Il ne faut pas attendre qu'il y ait une crise pour qu'il y ait solidarité. Cette solidarité que les gens crient maintenant, c'est parce que les gens savent qu'eux aussi, ils en bénéficieront. Oui. C'est une solidarité un peu calculée. Pour moi, ce qui se passe maintenant comme élan, je suis d'accord. Mais s'il faut aller au-delà, il faut réfléchir autrement. Il faut dire que c'est une solidarité à géométrie variable. Parce qu'il y a un virus. Si je n'aide pas l'autre, je risque de l'avoir. Mais la solidarité ne doit pas être comme ça, normalement. La solidarité, c'est aider sans attendre un retour. Il ne faut pas utiliser aussi le virus à des fins, à une solidarité calculée. Pour avoir ses propres gains. Comment? Pour avoir ses propres gains. Pour avoir ses propres gains. Autre chose, c'est ce que je vois. Il n'y a jamais de solidarité. Maintenant, subitement, il y a virus. On appelle la solidarité. Ça peut expliquer aussi la réticence des gens. Encore que, bon, ce n'est pas bien de s'opposer à la solidarité, mais je comprends ceux qui ne veulent pas s'inscrire dans l'élan de la solidarité. Même si il faut demander à ce qu'il y ait solidarité, mais certaines réactions sont justifiées. Alors, comment est-ce que vous voyez le monde, la société, après cette crise de coronavirus? Oui, mais quand il y a des crises, les gens expliquent ça pour rendre intelligible le problème qui se pose. Au début de la crise, on dit il faut que, c'est sûr que ça va changer, mais la crise n'est pas finie. Je crois que les gens ont repris encore les mauvaises habitudes. Je ne vais pas plus loin. Donc, je ne crois pas que, c'est malheureux, que la crise va vraiment aider les gens à prendre conscience. Mais c'est l'idéal. Il faut que chaque crise interroge la société. Les crises doivent interroger la société sur leur avenir, leur devenir. Si les crises n'arrivent pas, ou bien ne permettent pas à la société de changer, on va avoir des crises perpétuelles. Dès qu'il y aura une autre crise humanitaire, une crise sanitaire, on va retrouver toujours les mêmes travers. On aura toujours des problèmes pour régler ça. Si les crises ne nous fassent pas prendre conscience, c'est grave. Votre question, je reviens plus clairement. Il faut que, après cette crise, on garde un élan de solidarité, comme on l'a maintenant. Mais, je vous le dis encore, je crains que cette crise ne fasse pas prendre conscience aux gens. Parce que les gens sont dans une logique individualiste. Dès qu'il y a un problème, dès que le problème va prendre fin, ils vont oublier. C'est ça. Le malade qui souffre de quelque chose, il prend conscience du danger. Dès que le malade alcoolique prend le danger de la chose, mais dès que on le soigne, son mal dû à l'alcoolisme, il reprend encore l'alcool. S'il ne prend pas conscience. Oui, il ne prend pas conscience. Et je crains plutôt qu'on aura ça aussi. La preuve, c'est qu'au début, on a créé l'élan de solidarité, on fait les choses. Bon, on n'a pas fini la crise. Bon, les gens font déjà des positions. Chacun reprend ses habitudes. Voilà, intérêt, c'est l'intérêt qui gouverne. Bon, moi, ça m'écoeure.
Ça écœure le professeur Bernard Atrimi, qui est notre invité de l'émission Initiative Stop Covid sur le www.radio.jena.info. Professeur, nous tirons ainsi à la fin de cette émission, mais dites-nous, il y a un comité de gestion au niveau de cette crise sur le plan national. Est-ce que vous, les sociologues, vous avez été concertés? Est-ce qu'on a pris contact avec vous pour voir comment est-ce qu'on puisse gérer cette crise? Je veux dire non. Moi, je participe à la gestion de la crise à ma façon au Togo, mais je n'ai jamais eu un contact officiel. Je ne commande pas un contact officiel pour gérer la crise, mais étant togolais, je participe aussi à la gestion de la crise à ma façon. Étant togolais, nous devons, bien étant citoyens du monde, nous devons tous participer à la gestion de cette crise du coronavirus à notre façon. Nous avons reçu pour ce jour le professeur Bernard Atrimi, professeur de sociologie spécialisé dans la santé publique. Il est enseignant à l'université de Lomé et puis à l'université catholique de l'Afrique de l'Ouest, antenne de Lomé au Togo. Merci professeur d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci et vivement que la crise prenne fin. Pour qu'on puisse se retrouver comme d'habitude. Tout à fait. Voilà, c'était Initiative Stop Covid sur le www.radio.jena.info. La mise en onde a été assurée par Rémi Oumbati. Je suis Elia Tikbo. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines émissions. Surtout, ne zappez pas, restez avec nous et abonnez-vous surtout à notre chaîne YouTube Jena TV pour ne rien manquer de nos vidéos.